Voici une vidéo montrant la lumière traversant une bouteille à 250 milliards d'images par seconde, ainsi que la même vidéo. Mais cette fois, la caméra bouge. On voit qu'elle balaie la scène plus vite que l'impulsion laser, donc cette caméra doit se déplacer plus vite que la lumière. Alors, comment est-ce possible ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons originales d'arrêter le temps et ce qu'on découvre en le ralentissant. D'une technique centenaire, surpassant toujours les caméras modernes en ralenti, à une caméra géante à un quadrillion d'images par seconde, capturant les électrons autour des molécules. Dans les années 1920, les moteurs électriques étaient devenus la norme pour alimenter usines et moulins, mais beaucoup restaient insensibles aux fluctuations du réseau électrique. Une surtension comme celle provoquée par la foudre les faisait fonctionner de manière imprévisible. Donc, un ingénieur du Massachusetts Institute of Technology nommé Harold Doc Edgerton s'est mis en quête d'une solution. Son installation pouvait provoquer ces surtensions au laboratoire. Peu importe ses tentatives, Edgerton ne parvenait pas à voir ce qui se passait avec les moteurs, car ils tournaient trop vite pour l'œil humain. Et les appareils photo de l'époque n'étaient d'aucune aide. Leur temps d'exposition était trop long, donc toute photo d'un moteur en marche ressortait floue. Un jour, Edgerton a constaté que chaque surtension de son matériel produisait un intense éclair lumineux. Et lorsque cet éclair frappait le moteur, les pièces en mouvement semblaient parfaitement immobiles, comme figées dans le temps. Ce qui l'a poussé à éteindre les lumières, installer un appareil photo et laisser l'obturateur ouvert. Sans lumière, aucune image ne se formerait sur la pellicule. Mais s'il pouvait illuminer le moteur avec un flash très bref et intense, comme ceux de son équipement, il obtiendrait une photo nette. Edgerton avait seulement besoin d'un moyen fiable pour créer ces flashs. Il a d'abord utilisé une source haute tension pour charger des électrons sur un condensateur qui s'accumulait sur une plaque. Un isolant entre les deux côtés empêchait les électrons de rejoindre le côté positif pour équilibrer les charges. Il ne pourrait y arriver qu'en traversant le reste du circuit. Le circuiton était conçu pour que les électrons traversent un tube en verre rempli d'un gaz non conducteur, comme l'argon ou le xénon. Il n'avait pas assez d'énergie pour traverser ce gaz. Edgerton a donc ajouté un déclencheur envoyant une impulsion haute tension via un fil autour du tube. Le champ électrique de l'impulsion arrachait des électrons aux atomes de gaz, ionisant et rendant le gaz conducteur. La charge du condensateur traversait alors le gaz, le portant à 10 000 Kelvin, près du double de la température de la surface du Soleil. Cela produirait un éclair de lumière très intense et très bref, ne durant que 10 microsecondes. Les électrons se recombinent alors avec le gaz, stoppant le courant et rendant le circuit sombre. C'était le stroboscope d'Edgerton au début des années 1930. Il était impatient de le tester en dehors du laboratoire. Alors il a emballé un stroboscope et est parti sur la route avec sa femme, lorsqu'il a vu une usine au hasard. Il s'est arrêté, est entré dans la cabine téléphonique la plus proche et a appelé le président de l'usine pour lui demander « Vous n'auriez pas des moteurs défectueux par hasard ? Je voudrais vous montrer quelque chose. » Souvent, il entrait et plaçait le stroboscope près d'un moteur. Les ouvriers observaient pendant qu'Edgerton figeait le moteur, leur permettant de photographier clairement les engrenages en mouvement. Edgerton n'est pas le premier à créer un stroboscope, mais il a utilisé de nouvelles technologies pour en concevoir un plus lumineux et à flash plus court. Il n'était pas le seul, de nombreux ingénieurs électriciens de l'époque auraient pu en faire autant. Non, Edgerton s'est distingué par son œil unique pour la photographie. Il a pris des photos de moteurs synchrones, et je pense qu'en partie parce qu'il trouvait simplement que les moteurs synchrones étaient cool. Un jour, il montra à sa femme la 300e photo d'un moteur synchrone, et elle lui dit « Harold, ne pourrais-tu pas photographier quelque chose de plus intéressant ?» Et c'est ce qu'il a fait. Des balles de tennis écrasées, des colibris figés. Il a été l'un des premiers à vraiment commencer à utiliser des flashs pour montrer ce qui se passe à ces échelles de temps que nous ne pouvons pas voir. Il le faisait ainsi. Comme Life ou National Geographic, ces magazines des années 30 et 40 étaient les influenceurs des réseaux sociaux d'alors. Il avait simplement un œil pour la composition. La majorité de ces photos datent des années 30. Il paraît simple de manier une raquette ou d'utiliser le flash.
Comment faire pour que le flash se déclenche quand la raquette frappe la balle? C'est la grande question. Votre flash s'allume et s'éteint en une demi-microseconde. Parfait. Mais comment le synchroniser précisément? Parce qu'il y en a beaucoup, et la réponse, c'est qu'on utilise le son. Donc, nous allons essayer de recréer une des photos d'Edgerton, faire éclater un ballon et le figer dans le temps. Est-ce que ça te va si on passe en revue l'installation? Je pense que ça aurait parfaitement du sens. Pourquoi tu ne gonfles pas un ballon? Première étape, tu installes l'expérience, ou dans ce cas, le sujet, et ensuite, tu veux cadrer l'image. Donc tu cadres maintenant, avant que le ballon n'éclate, pour faire la mise au point. Et si tu n'arrives pas à prendre une bonne photo quand il ne se passe rien, ajouter du mouvement n'aidera pas. Prochaine étape, placer le flash au bon endroit. Le flash est équipé d'un déclencheur avec un microphone. Et lorsqu'un son aigu atteint le microphone, le déclencheur envoie un signal pour déclencher le flash. Nous allons éteindre les lumières, ouvrir l'obturateur, mais il n'y aura pas d'image car la pièce sera sombre. Je vais compter 3, 2, 1, pop. À pop, faites éclater le ballon vers le haut. Quand le micro capte le bruit, le flash se déclenchera après un léger délai. L'appareil photo va capturer cette image pendant un 10 millième de seconde. C'est allumé. Très bien, on est prêt. Éteignez les lumières, s'il vous plaît. 3, 2, 1, pop. Lumière. Voilà, tu as l'air vraiment. Ne plaisantez pas avec cet homme. Non, oh c'est génial, tu peux voir à l'intérieur du ballon. C'est vraiment cool. D'accord? Voici une autre photo prise. Peux-tu deviner ce que c'est? Cette sphère blanche flottante, c'est ça? Puis, elle ressemble à un petit sombrero. C'est ça, oui. Cette sphère est une goutte de lait tombant sur une assiette. C'est une crêpe, mais vous remarquerez que les petites gouttes s'étalent toutes. Oui, c'est vraiment croustillant. Regardez ici, c'est translucide, on voit à travers. Waouh! Edgerton, après avoir démontré la puissance de la photographie au stroboscope, a suscité une attention inattendue. En 1939, le major américain George Goddard entra sans prévenir dans le laboratoire d'Edgerton. Il travaillait dans le laboratoire photographique de l'armée, développant des méthodes pour photographier les mouvements ennemis depuis un avion. Pendant la nuit, L'ancienne méthode de photographie nocturne était de survoler le site à haute altitude et de larguer une fusée éclairante avec parachute. L'avion de reconnaissance devait passer sous la fusée éclairante, devenant visible et exposé au tir. gros problème, N'est-ce pas? Donc totalement exposé. Goddard voulait une méthode plus sûre. Il a donc demandé à Edgerton de créer un stroboscope capable d'éclairer le sol depuis un avion à 1 mile d'altitude, assez lumineux pour une photo de reconnaissance. Edgerton a fait quelques calculs et a répondu que c'était possible. Le flash libérait environ 60 000 joules en une milliseconde, atteignant 60 MW, soit l'équivalent d'une grande centrale solaire. 1, 2, 3 pouces. La lampe flash, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, permit aux Alliés de photographier la Normandie avant le jour J. Ainsi, il confirmait que les troupes allemandes n'étaient pas prêtes à l'attaque. Impossible d'ignorer la netteté des photos au stroboscope, surtout celles d'Edgerton dans les années 30. Nous avons obtenu une caméra au ralenti de 2020 filmant à 20 000 images par seconde et allons comparer sa qualité à la technique d'Edgerton. En tirant une balle à travers une carte, commençons par la caméra ralentie. 3, 2, 1, voyons la vidéo. C'est impressionnant de voir combien de temps la partie supérieure reste en lévitation. Ouais. D'accord, faisons pareil avec la méthode d'Edgerton. Les lumières s'éteignent, obturateur ouvert. 3, 2, 1. D'accord, je crois que je l'ai vu, c'est génial. Oh, la mise au point est incroyable, le bord de la carte est magnifique. Tu vois cet effet fantôme? Il y a comme des cartes. Ah! Tu vois l'effet fantôme car tu ouvres l'obturateur et 1 ou 2 secondes passent avant que je tire. La lumière parasite dans la pièce donne une légère exposition à cet endroit. Nous avons utilisé un microphone pour chronométrer la balle, bien qu'elle soit plus rapide que le son. Voici donc le pistolet. Il tire, le bruit du coup de feu retentit, mais la balle sort avant le son. Mais la balle est supersonique, et un objet supersonique qui se déplace dans l'air crée un son, un bang sonique. Maintenant, vous pouvez capter ce bang sonique avec un microphone
et en déplaçant physiquement le microphone le long de la trajectoire, vous pouvez chronométrer l'endroit où la balle va se trouver. Quand le stroboscope se déclenche, C'est une excellente solution au problème, et je peux l'affirmer car ce n'est pas mon idée. Edgerton, très inventif, enseigné au Massachusetts Institute of Technology, avait des entreprises de caméras sous-marines et réalisait des films. Il a même remporté un Oscar, donc s'il voulait faire quelque chose, il le faisait simplement. Et je me sens plutôt à l'opposé, vous savez, quand j'ai rejoint Veritasium en 2023, j'ai commencé comme chercheur. Je vérifiais les faits des vidéos et j'organisais les tournages. Puis Derek et l'autre scénariste m'ont proposé de faire ma propre vidéo. Et je me souviens avoir pensé, ouais, je ne sais pas, peut-être un jour. Mais ils ont continué à me pousser à le faire et je suis tellement content qu'ils l'aient fait. Parce que quand Derek et moi avons réalisé ma première vidéo, j'en suis tombé amoureux. Si tu repousses une tâche, fais-la tout de suite. Si tu veux lancer un projet en tant qu'entrepreneur ou créateur, le sponsor Hostinger facilite cette première étape. Disons que tu as besoin d'un site web, d'une boutique ou de n'importe quelle présence en ligne. Hostinger est un écosystème tout en un alimenté par l'intelligence artificielle qui te permettra d'être opérationnel en quelques minutes avec Hostinger. Pas besoin de grandes compétences techniques. Tout est simple et accessible. Tu peux concrétiser une idée sans utiliser plusieurs applications. Si tu repousses un projet en attendant le bon moment, fais de ce jour ton premier jour. Avec Hostinger, va sur hostinger.com/veritasiumdix et utilise le code Veritasium pour 10% de réduction. Tu peux aussi scanner ce QR code. Je tiens donc à remercier Hostinger d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et maintenant, allons voir les photos de cette carte que nous avons filmée. Voici les deux techniques côte à côte ainsi que l'original d'Edgerton. Pourquoi une caméra de recherche moderne de 2020 peine-t-elle à atteindre la résolution d'une ancienne caméra? Eh bien, c'est parce qu'il y a en réalité deux types de résolution avec lesquelles nous travaillons ici. Une résolution spatiale, c'est-à-dire combien de pixels votre image possède, et une résolution temporelle. Ce qui détermine si vous capturez une seule image, comme une photo au flash, ou une succession d'images, comme dans notre vidéo à haute vitesse. Le problème est que le matériel limité vous force souvent à choisir entre plus de pixels ou un taux d'image élevé. La limite fondamentale à laquelle vous êtes confronté, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez extraire les pixels du capteur. La vitesse de lecture de chaque pixel est limitée, donc pour aller plus vite, il faut cesser de tous les lire. Cette caméra capture 1 million d'images par seconde, mais avec seulement 16 par 128 pixels, l'image reste limitée. Il y a donc un compromis, choisir beaucoup de pixels ou réduire la fréquence d'image au Edgerton Center. On va au maximum avec une image, mais l'inverse est aussi possible. Un pixel est une fréquence d'image très élevée, 1 trillion d'images par seconde en fait, mais attendez, ce n'est qu'un pixel. Que pouvez-vous faire avec un seul pixel? Excellente question. Les caméras que je peux vous montrer aujourd'hui sont des caméras qui, vous avez raison, ne peuvent vraiment voir qu'un seul pixel à la fois, mais elles peuvent voir près d'1 trillion d'images par seconde. Et cela vous permet de réaliser des vidéos en ultra ralenti, montrant la lumière en train de voyager. Cette vidéo montre la lumière traversant une bouteille de soda, avec les fronts d'onde visibles sous la bouteille et la lumière rebondissant sur le bouchon. Et même si cela ressemble à une vidéo normale, vous pouvez la réaliser avec une caméra qui ne voit qu'un seul pixel. Voici comment vous faites. Une caméra à pixel unique est une caméra qui ne capture qu'une seule chose. Combien de photons touchent sur le capteur? Et le capteur ici est généralement assez sensible pour détecter même lorsqu'un seul photon le touche, et il peut compter ces photons entrant environ 1 billion de fois par seconde. Donc chaque intervalle et techniquement chaque image dure environ une picoseconde, et pendant ce temps, même la lumière elle-même ne parcourt qu'environ 0,3 mm. Ça semble impressionnant, mais cette technologie, le LiDAR, existe déjà sur de nombreux téléphones. On envoie une impulsion lumineuse qui rebondit et on mesure son temps de retour. On obtient ainsi la distance à l'objet où l'impulsion a rebondi, ce qui suffit pour créer une vidéo à la vitesse de la lumière. Ici, c'est une pièce miniature où l'on a placé diverses formes. On a un cône, une sphère, un miroir à l'arrière et les logos de Veritasium et Caméra Culture. On veut voir la lumière se propager dans une scène, donc la façon dont on fait ça, c'est qu'on envoie une impulsion lumineuse, une impulsion laser très courte qui frappe juste un point dans la scène, et cette impulsion laser contient énormément de photons. Ces photons vont frapper un objet, se disperser partout, et on veut voir à quoi ressemble cette diffusion à tous ces endroits de la scène. Notre caméra à 1 pixel vise d'abord le coin supérieur gauche. Donc, lorsqu'un paquet de photons provenant de l'impulsion laser frappe ce point aléatoire sur le mur, se réfléchit dans le coin et finit par rebondir dans la caméra. Le capteur va capter leur signal à 1 billion d'images par seconde, mais ce signal sera assez faible.
Donc le problème ici, c'est qu'on expose pendant un temps si court qu'on ne reçoit tout simplement pas beaucoup de photons en retour. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons en fait un tas de mesures, puis nous les regroupons toutes ensemble. Cela fournit des données exploitables sur la distance parcourue par la lumière dans une scène. Déplacez la caméra, répétez l'expérience. Envoyez une impulsion laser, laissez-la diffuser au même point et enregistrez le signal à la nouvelle position. Vous répétez cela plus d'1 million de fois, puis déplacez la caméra pour enregistrer toute la grille de points. Vous avancez pixel par pixel. Un pixel à la fois, c'est ça la subtilité. Oui, exactement. En fait, nous avons ici 2 miroirs qui nous permettent de diriger le faisceau vers la gauche, la droite, le haut et le bas. En orientant le miroir, on modifie la direction du capteur. Pour que cette technique marche, la scène doit presque toujours se dérouler de la même façon lors du déplacement du capteur. Sinon, chaque pixel aurait une histoire différente. C'est comme si j'essayais d'enregistrer cette section 4 fois séparément et d'utiliser un quart de chaque enregistrement pour remplir l'écran, j'obtiendrais un résultat complètement brouillon. Heureusement, l'impulsion laser se disperse assez prévisiblement. Cela permet d'obtenir une résolution illimitée en scannant autant de points nécessaires, assurant ainsi une bonne résolution spatiale. Plus vous scannez de points sur la grille, meilleure sera la résolution. Pour la 4K, scanner une grille 4K, cela demandera juste plus de temps. L'avantage est que la lumière va vite, donc on peut le faire aussi rapidement que bougent les miroirs. En quelques minutes, le capteur enregistre des millions d'impulsions laser sur la grille. Donc, voici maintenant tout compilé ensemble pour un temps de lumière. C'est tout ensemble. Nous allons maintenant regarder un point laser fixe, donc je clique sur Lecture. Oh, log du Culture Camera. Oui. Tout cela a duré moins de 8 nanosecondes. Et voici une autre scène que nous avons filmée. Vous pouvez aussi aller plus loin en faisant pivoter la scène et enregistrer plusieurs points de vue. Nous avons cet algorithme qui prend cette capture vidéo de la bouteille de coca sous différents angles et qui est capable de créer ces survols. Voir la lumière se propager de toutes les directions, comme si on volait à travers la scène. Oh, c'est trop cool. Donc il y a des choses intéressantes à savoir, c'est que comme on se déplace vers la droite et que la lumière se propage aussi vers la droite, mais on va un peu plus vite, dans cette visualisation, le front d'onde paraît stationnaire. Ah oui, c'est un peu contraire à la physique, je veux dire. Tu déplaces la caméra plus vite que la lumière. Oui, exactement. Oui, c'est presque fou. Voici un aquarium avec un miroir et un réflecteur diffus. Vous verrez une impulsion lumineuse entrer dans l'aquarium. Elle va se réfléchir sur le miroir, puis frapper le réflecteur diffus. C'est fou. Ceci est un réseau de diffraction. Il diffracte donc la lumière en différents modes. Ce sont les différents modes. C'est dingue. Ma première impression a été de me dire « Oh, ce ne sont que des simulations faites. Je ne sais pas, avec Unreal Engine 5, mais là, ce sont de vraies données. » C'est comme le bullet time dans Matrix, t'as sûrement déjà vu. Non, attends. Est-ce que ta motivation, c'était Matrix, au fait? Ces vidéos ont été créées à l'Université de Toronto et au Massachusetts Institute of Technology. Brian d'Alpha Phoenix a construit une caméra à la vitesse de la lumière dans son garage. C'est fou, tu devrais voir ça. Ce sont donc les deux extrêmes, la stéréophotographie et 1 trillion d'images par seconde. En combinant les deux, tu vois réellement l'action des électrons. Même si la signification précise est débattue. Tu dis que les électrons sont des ondes? Non, pas tout à fait, ce sont des particules? Non plus. Nous pouvons écrire des expressions mathématiques et calculer ce que la chose va faire sans vraiment pouvoir l'imaginer. Les électrons existent-ils? À quel degré d'honnêteté veux-tu? Maintenant, nous n'avons toujours pas de vidéo ou de photos des électrons, mais ceci pourrait être la meilleure chose après. Et pour y arriver, nous avons dû construire grand, vraiment très grand. D'accord, nous roulons sur ce qui, jusqu'en 2017, était l'objet le plus droit du monde. Donc, ça fait quoi? 5 minutes environ qu'on roule. Ouais, et on est tous, je dirais, à peu près à mi-chemin. Oh non, il y a encore beaucoup plus loin. Allons-y. Allons voir ça. Voici SLAC, un laboratoire national américain doté d'un accélérateur d'électrons droit de 32 km. Waouh, c'est tellement long là-bas. Et ça continue comme ça tout le long. Le bruit que vous entendez est de 120 Hz, soit la fréquence des impulsions d'électrons générées sous ce bâtiment, 120 par seconde.
Et voici le son de l'équipement qui les accélère à plus de 99,99999992% de la vitesse de la lumière. Et cela vous permet de voir les nuages d'électrons se déplacer autour des molécules. Essentiellement, D'accord. Alors pourquoi cela vous intéresserait-il? Parce qu'en fait, les électrons créent les champs dans lesquels tout le reste se produit. Les liaisons moléculaires se font et se défont car les électrons les y poussent, non? Les électrons sont responsables de tout ce que vous voyez dans la nature. Observer leurs mouvements est la façon la plus fondamentale d'étudier les matériaux et la matière. maintenant, pour cela, il vous faut un équivalent nanoscopique d'un stroboscope, donc vous faites passer ces impulsions d'électrons relativistes dans des dispositifs appelés onduleurs. Ce sont des aimants empilés, espacés de quelques millimètres, avec des pôles alternés. La première paire a le pôle nord vers l'impulsion d'électrons au-dessus et le pôle sud en dessous, la suivante s'inverse, et ainsi de suite. Lorsque les électrons traversent un champ magnétique, la force de Lorentz les pousse perpendiculairement à leur vitesse et aux lignes du champ. Selon la règle de la main gauche, une paire d'aimants fait dévier les électrons dans un sens, la suivante dans l'autre, et ainsi de suite. Cela fait maintenant osciller les électrons, et comme les électrons portent une charge, ce mouvement d'oscillation les amène à émettre un rayonnement électromagnétique. Même si ces ondes sont millimétriques à cause de l'espacement des aimants, la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique obtenu reste bien plus petite. Ce qui est amusant avec la théorie de la relativité, c'est qu'en voyageant près de la vitesse de la lumière, les longueurs se contractent, même pour une structure périodique macroscopique. Pour nous, n'est-ce pas? Nous voyons chaque aimant, ce sont des échelles de centimètres pour l'électron. Parce qu'il voyage si vite, tout cet espace se contracte, n'est-ce pas? En réalité, il oscille très rapidement avec des périodes d'oscillation comprimées. Cela signifie qu'en comparant les deux longueurs d'onde, on est désormais dans le domaine des rayons X. Cela ne vous conduit qu'en partie vers la vraie gamme des rayons X. Mais si, en tant qu'observateur, vous êtes à l'extrémité de l'accélérateur, tous ces électrons viendront vers vous à plus de 99% de la vitesse de la lumière, donc dans votre référentiel, toute lumière émise par ces électrons sera en plus décalée vers le bleu, produisant des rayons X d'une longueur d'onde aussi petite que 50 picomètres. Initialement, ces rayons X naissent aléatoirement le long de l'ondulateur, générant une lumière incohérente. Peu après, les champs électriques des rayons X interagissent avec les électrons en accélérant certains et en ralentissant d'autres. Cela amène les électrons plus rapides à rattraper les plus lents, de sorte qu'ils se regroupent en structures périodiques. Ces feuilles parallèles, espacées à des distances exactement égales à la longueur d'onde des rayons X, c'est ce qu'on appelle le micro-regroupement. Ces feuilles d'électrons émettent une lumière cohérente, produisant des rayons X sous forme d'impulsions laser. Cela accroît leur intensité et les impulsions deviennent très serrées. Durant seulement quelques femtosecondes, voire centaines d'attosecondes, 10 puissance moins 18, cette impulsion est extrêmement rapide. Pour le dire autrement, l'attoseconde est à la seconde, ce que la seconde est à l'âge de l'univers. À l'échelle attoseconde, on observe les électrons se déplacer rapidement dans les atomes et molécules. C'est fou. Après l'ondulateur, les impulsions de rayons X vont vers les stations expérimentales au bout du tunnel. Où est donc le faisceau principal? Le faisceau principal de rayons X passe par ce tube. C'est un peu difficile à voir, mais il arrive ici. Ici, les rayons X pénètrent dans la cabine et se concentrent sur un point d'interaction. Maintenant, tu remplis ce point d'interaction avec les molécules dont tu veux étudier les électrons. Maintenant, nous envoyons cette impulsion de rayons X sur une molécule et lorsqu'elle frappe la molécule, elle va l'ioniser. Et elle l'ionise. Principalement à partir de ses couches internes, des parties vraiment centrales. Les électrons des couches centrales de divers éléments ont des énergies d'ionisation différentes. Pour éjecter un électron de couche centrale d'un azote avec un rayon X, il faut environ 400 EV contre 550 pour un oxygène. En ajustant l'énergie du rayon X à celle d'ionisation, vous pouvez choisir quel atome de la molécule sera ionisé. L'énergie excédentaire après l'éjection d'un électron par un rayon X sera absorbée par cet électron sous forme d'énergie cinétique. Maintenant, une fois que vous ionisez cette molécule, l'énergie cinétique vous indiquera quelque chose sur ce qui se passe autour de cet électron. Les électrons ne sont pas indépendants, ils interagissent entre eux car ils ont une charge négative.
Avec une forte densité d'électrons autour d'un atome, les électrons internes sont moins liés au noyau. En raison de la présence de tous ces autres électrons autour de l'atome, son énergie d'ionisation sera donc en fait légèrement plus faible. Tandis que si vous avez une densité d'électrons inférieure à la moyenne autour d'un atome, ces électrons des couches internes seront liés plus fortement avec une énergie d'ionisation plus élevée. Ainsi, en mesurant l'énergie cinétique des électrons éjectés, la différence avec l'énergie des rayons X incidents permet de déterminer la densité d'électrons. Maintenant, une fois que nous pouvons prendre une image d'une densité électronique, nous pouvons changer ce que fait la molécule, lui faire effectuer un certain processus et mesurer le temps, puis nous pouvons observer comment les densités électroniques changent. Au-dessus, une salle entière est dédiée au laser. Nous y générons de la lumière laser acheminée par des tubes derrière vous ou au plafond. Il s'agit de lumière laser classique. Ce sont des lasers infrarouges. Nous les plaçons sur cette table avec toutes ces boîtes qui conditionnent le laser selon nos besoins. Nous pouvons changer la couleur du laser, nous pouvons changer l'état de polarisation. Nous pouvons modifier la durée de l'impulsion, donc nous sculptons ces impulsions. Ensuite, nous les faisons copropager avec les rayons X vers la cible. Notre première impulsion laser crée un état de non-équilibre dans la molécule et induit une dynamique, puis l'impulsion de rayon X l'analyse. La seconde impulsion de rayon X éjecte un électron après un délai T. Et en mesurant l'énergie cinétique de cet électron, vous pouvez étudier comment la densité électronique de la molécule a réagi au laser déclencheur. Ainsi, vous obtenez un instantané attoseconde, comme un stroboscope montrant comment la molécule a changé. Ensuite, vous pouvez prendre un autre échantillon de la même molécule, la frapper à nouveau avec le laser, mais cette fois-ci augmenter légèrement le délai de la sonde à T plus delta T. Cela montrera l'évolution de la densité électronique, que vous pouvez observer en augmentant progressivement le délai, pour obtenir des instantanés montrant l'évolution de cette densité électronique dans le temps. N'y a-t-il pas une grande supposition ici, à savoir qu'à chaque fois que vous le faites, vous vous attendez à obtenir un résultat reproductible de la molécule? Absolument, il faut que votre initiateur déclenche les mêmes dynamiques encore et encore. Oui, si un nouveau processus se produit à chaque fois, cette technique échouera. Si la couture est reproductible, vous pouvez alors créer un film moléculaire comme avec la caméra à 1 billion d'images par seconde. Ici, la plus petite variation possible du délai du flash à rayon X est d'environ 300 attosecondes. Vous pouvez ainsi obtenir des images séparées de quelques centaines d'attosecondes et, en les assemblant, créer un film dépassant 1 quadrillion d'images par seconde. Donc, ceci est un film des dynamiques que nous aimerions peut-être imager. Ceci est un petit système moléculaire nommé para-aminophénol. Ce calcul a été réalisé par certains de nos collaborateurs à Madrid. Ils ont calculé la réponse de cette molécule à l'extraction d'un électron. Ils simulent une impulsion de rayon X qui retire un électron. Ici, le rouge indique une hausse de la densité électronique, le bleu une baisse. On constate qu'en envoyant une impulsion de rayon X sur cette molécule, nous avons retiré un électron. Nous déclenchons une certaine distribution de charge qui commence à se déplacer à travers la molécule et donc nous voulons imager ce mouvement de charge. La vidéo est une simulation validée par des expériences au Stanford Linear Accelerator Center. Notre méthode pour sonder ces phénomènes fonctionne car nous pouvons comparer certains points et constater leur similarité globale. Après quelques femtosecondes, vers 5 à 10 femtosecondes, nous commençons à diverger. Notre prédiction diverge de notre mesure. C'est le moment le plus excitant en science lorsque prédiction et mesure ne concordent pas. À ce moment, vous êtes vraiment excité car vous découvrez quelque chose d'inattendu et imprévisible. Ce qui me frappe ici, c'est qu'on anime beaucoup d'électrons. Presque chaque vidéo de Veritasium montre des électrons en mouvement. Donc le fait qu'on voit réellement ces densités d'électrons se déplacer, je ne sais pas. Je trouve ça spectaculaire. Absolument.